Nous nous retrouvons aujourd'hui entre les amoureuses des émotions. Je confirme, ouais. C'est, Je dirais même les amoureuses de la vie, parce que les émotions, c'est la vie. nous allons parler des émotions. Claudine, tu es coach en gestion des émotions et tu aides à comprendre, à accepter et à transformer ces émotions en force. C'est exactement ça. Et je suis contente de t'avoir parce que ça nous donne la possibilité de parler des émotions d'une manière positive dans un monde où souvent on parle des blocages émotionnels, des émotions qui nous limitent, qui nous empêchent. Et toi, tu as cette magnifique perspective où tu vois les émotions quand comme une motivation, comme un moyen de faire bouger sa vie et s'épanouir. Oui, c'est ça, parce que je trouve, et je suis convaincue que les émotions sont, au fait, sont la vie. Sans émotion, nous sommes desséchés. Nous sommes des personnes qui ne vivent pas. Et c'est pour Oui, ça que des fois, les émotions font peur, parce que ça nous demande de se connecter, de s'alimenter, en fait. oui, Mais les émotions, c'est la vie. Qu'elles soient désagréables, qu'elles soient surtout désagréables, ce sont les désagréables qui nous font reculer pour ne pas. Et pourtant, moi, je les considère comme des alliés. oui. Ouais. Et pourtant, l'histoire de ta vie, ton parcours a été extrêmement douloureux, difficile. Je ne sais pas si tu as envie d'en parler, Oui, on peut en parler si tu parce veux, tout que, de suite ou après, mais on peut en parler sans tabou. Oui. sans tabou, Ouais. je tiens à faire connaître ton histoire parce que parfois les personnes peuvent se dire, oui, elle parle des émotions comme quelque chose de joyeux, comme un moteur de la vie. C'est parce que leur vie a été facile. Et pourtant, je vous assure que c'est tout le contraire. Claudine, tu es rwandaise Oui, c'est ça. Oui, je suis rwandaise. et tu as vécu le génocide. Exactement, c'est ça, ouais. En 94, j'ai survécu au génocide, ouais. Donc, tu étais sur place. Ouais. Tu as eu quel âge? J'avais 20 ans. Tu 20 à avais 21 20 ans. ans, ouais. Ouais. Ça a duré combien de temps? Euh, Ça a duré 100 jours, le temps de tuerie, mais ça a déjà commencé quelques années avant. Mais les 100 jours de 94, donc d'avril à juin, c'était le summum de tout ce qu'on peut imaginer de terrible. Oui. Ouais. Qu'est-ce que Durant ces tu, 100 jours, il y a eu plus de 1 million de morts, juste dans les 100 jours. sur un territoire, C'est surtout dans tout le pays, le Rwanda, sachant que c'est un tout petit pays de 26 000 km², ouais, voilà, qui était habité par 8 millions de personnes. Et dans 100 jours, il y a eu plus de 1 million. Quand je dis plus de 1 million, c'est déjà à qui on a pu donner un nom, parce qu'il y a d'autres qu'on ne connaît même pas, donc qui sont disparus complètement. Il n'y a plus de traces, donc il n'y a plus personne pour. On ne sait pas où ils se trouvent, donc voilà. donc Mais considéré comme disparu. même pas, oui, mais on n'a pas de traces, on ne connaît pas, donc toutes les familles est décimées. Il n'y a personne pour dire il y avait telle personne. D'autant plus qu'on n'a pas trouvé les corps aussi, parce qu'il y Ouais. avait les corps qui étaient jetés dans le lac et puis le fleuve qui les amène. Et puis il y avait aussi des corps qui ont été incendiés, donc on ne pourrait pas savoir. Mais les 1 million, on va parler de ceux qui sont recensés, c'est plus de 1,5 million.
Incroyable. Comment ça a été ton quotidien pendant ces 100 jours? C'était chercher se cacher, c'était subir, c'était la lassitude aussi. Donc, s'il n'y avait pas de répit, il y avait pas, on se disait à chaque instant, ça peut être moi qui pars, ça peut être mes proches. J'étais avec ma mère et ma petite sœur. Donc, on était tout le temps aux aguets pour courir, pour se cacher. C'était ça le quotidien. Pendant 100 jours. Oui, pendant 100 jours, on comptait. S'il y avait un jour, on cochait encore un jour de plus, hein. Ouais. Est-ce que tu as perdu des proches? Oui, beaucoup. Comment on arrive, après cette expérience-là, à vivre dans la joie et rester connecté à ses émotions? Est-ce que ce sont ces émotions justement qui m'ont sauvée? Quelle Je m'étais, émotion ou quelles étaient les émotions que tu dirais aujourd'hui qu'ils t'ont sauvé? en fait, on va partir du rôle des émotions. Parce que les émotions sont là pour nous protéger. Chaque émotion, qu'elle soit agréable ou désagréable, elles sont là pour nous donner un message, pour nous demander de faire quelque chose. Quand tu es recherché pour être tué, il y a l'émotion de la peur qui Bien va sûr. te guider à chercher un abri. S'il n'y avait pas cette émotion, peut-être que je ne serais pas là. Donc, mon cachet, au fait, ou chercher un abri, ou chercher quelque chose, c'était cette émotion de la peur qui me guidait. Hmm, Si j'étais en colère, parce que la colère aussi, il y en a, donc si j'étais en colère, je dirais que je n'étais pas en colère contre ces personnes, parce que la colère, elle va m'inviter à faire respecter mon espace personnel. oui, Donc, de mon espace personnel, qu'est-ce que je fais? Et la tristesse, tout ce qui se passait à côté, comme nous sommes les humains, donc pas les éponges, mais on a les ressentis, tu as la tristesse de ce qui se passe, et tu vois les gens mourir comme ça, tu t'y attendais pas, et puis tout d'un coup, tu te retrouves seul parce que les autres sont plus là. Il y a la tristesse. La tristesse, c'est qui est liée à ce que tu ne pourras plus revivre hmm, avec ces personnes. Donc, cette tristesse, si je l'accepte aussi, elle va m'amener à me raccrocher à tout ce qui est plus fort, à des souvenirs de ces personnes et de cette période. Mais cette tristesse, il faut qu'elle passe pour que je puisse accepter l'inacceptable. Donc, ces émotions m'ont aidé à accepter l'inacceptable, pas pour valider, mais accepter, parce que c'était au-delà de mes forces, de mon contrôle, mais l'accepter, ça m'a permis à avancer justement dans la vie. Et c'est ça le rôle des émotions, c'est qu'elles nous permettent d'accepter ce qu'on ne peut pas changer. Ça, c'est le oui, rôle des émotions. Donc, cette tristesse, quand elle s'invite, c'est pour que je lâche prise au fait. Je dis, ben voilà, là, j'ai mes limites, j'y perds rien. Qu'est-ce oui, que je fais alors? Donc, j'accepte pour que je puisse avancer. mhm. Donc, je te dirais que c'est comme ça que mes émotions m'ont aidé. Je les ai pas fuies, je les ai pas déléguées ou les fuir, non. J'ai fait face. J'ai accepté la souffrance, que ce Depuis soit le dans mon début, corps, oui, depuis le début, ouais. Mais donc la tristesse, c'est pas elle qui s'invite en premier, c'était d'abord la peur. oui. C'est la peur. Après la peur, Et, il y et, a la colère. et quand les 100 jours ont terminé, c'était quelque chose euh, de net, une décision? Comment ça a été la fin du génocide? Bah, la fin du génocide, sachant que c'était un génocide, mais il y avait aussi
la guerre. Mhm. Donc, il y a eu un perdant et un gagnant. Donc, c'est lui qui avait commencé ou qui perpétrait le génocide a été vaincu. Donc, il est parti. Et il y a D'accord. un autre qui voulait sauvegarder la paix. Et celui-là, il disait, c'est bon, c'est fini. On va stabiliser. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, il n'y avait plus les gens. Parce qu'il faut comprendre que le génocide, ce ne sont pas les gens de l'extérieur, ce sont les voisins qui tuent les autres. Donc, tu tues ton voisin parce que tu sais où il faut aller. Donc, une fois que ces voisins-là, ils sont plus là, tu n'es plus, on va dire, tu n'es plus en danger. Tu connaissais les gens qui effectuaient le génocide, qui tuaient? Oui. Ouais. Comme je te disais, la plupart du temps, ce sont nos voisins, ce sont nos connaissances, ce sont nos collègues de, de travail et les collègues des parents. Non, c'était les connaissances et c'était, on va assumer ce qui s'est passé au Rwanda parce que c'est entre Rwandais que ça s'est passé. Il n'y avait Ouais. pas un corps étranger, donc c'était nous, entre nous. Nous, justement, avoir aussi ce courage d'accepter ce qui s'est passé sans le valider et se dire, voilà, il s'est passé ça et il m'appartient aussi de réparer ce qui s'est passé. Ouais. Ce qui s'est passé, ça s'est passé entre les Rwandais. Et quand, Évidemment, là, on ne va pas entrer dans la politique et ni dans l'histoire hein, parce que ce n'est pas le propos de notre entretien, mais c'est géopolitique, ouais. ce qui s'est passé. Mais si tu as des éléments pour expliquer rapidement ce qui s'est passé, c'est peut-être intéressant. Bah, ce qui s'est passé, c'est que, mais ça rentre vraiment dans l'histoire, préhistoire. Ce qui est connu aujourd'hui, on dit bah, les Hutus et les Tutsis et les Twa. Sachant que dans le Rwanda vraiment ancien, ces appellations qui sont devenues ethnies, au départ, c'était des classes sociales. D'accord. Donc, Hutu, Tutsi, c'était des classes sociales. C'était des classes sociales qui étaient basées sur la richesse caractérisée par le nombre de vaches possédées. Là, Est-ce qu'il y c'était avait avant. un des deux qui était plus aisé ou... Donc là, c'était avant. Si tu avais plus de 10 vaches, tu étais dans la catégorie des riches. Tu pouvais être Tutsi. Si tu as Ok, moins de 10, tu étais Hutu. ok, Et si tu n'en avais pas, tu n'avais pas de vaches, tu pouvais être un toi. Pas toi. Comme le toi, c'était TWA. Donc, c'était une troisième ethnie. ouais. Avec l'arrivée des Occidentaux pour coloniser les pays, ils ont commencé à catégoriser ces, ces, ces classes pour les transformer en ethnie. Ok. Voilà. Et donc, ils ont introduit ce qu'on appelle la carte d'identité avec la mention de l'ethnie, sachant que Ok. Donc c'est allé jusqu'à officialiser. officialisé. Parce que quand on parle de l'ethnie, on cherche les caractéristiques qui distinguent les ethnies. Un c'est Rwandais, tu les vois à côté, l'un à côté de l'autre, tu ne pourras pas le savoir. Alors, pour aller plus loin, ils se sont basés sur la morphologie de chacun. Si tu as un nez, donc ils ont donné des caractéristiques et tu as un nez plat, euh, aplati, là tu peux appartenir à telle ethnie. Tu as un nez qui est assez long, fin, tu es de cette catégorie. Et c'est comme Mais, ça qu'ils ont divisé mais que pour les qu'on... Tutsis étaient longs, chétifs, fins. Là, tu es Tutsi. Donc, ils se basent sur la, l'aspect physique. Donc, quelque part, ils ont dérogé de, de ce qui était au début.
où le paramètre, c'était la richesse. Exactement. Ensuite, on est parti, donc on n'avait plus rien à faire de qui est riche, qui est pauvre, Mhm. qui a Mm, plus de mm, vaches, qui a moins de vaches. mm. Ouais, On a commencé à faire cette distinction sur la morphologie. exactement. Et de là, ils ont commencé à Quand tu travailler dis ces il, personnes. c'est qui? C'est pour ça que je te disais que c'est géopolitique. Et donc, ça a commencé avec l'arrivée des Occidentaux qui commençaient à coloniser les pays africains. D'accord. C'est au début du disons, 1900. Ouais, Hein, c'est récent, mais ils vont essayer de... Quand je dis ils vont essayer, c'est ces personnes, mais avec la complicité ou avec l'aval des Rwandais. Hein. Toujours, oui, on va, on va rester à l'intérieur. Donc, ils vont commencer à s'aimer la différence et à travailler sur ces différences pour dire, bah, si toi, tu n'as pas assez de vaches, si tu es pauvre, en fait, plus tu as des vaches, plus tu es riche. Plus tu n'en as pas, tu es pauvre. Donc, ils vont commencer à monter les gens les uns contre les autres. Si tu es pauvre, c'est parce que l'autre, il a pris toute la richesse. oui. Donc, comment tu peux faire pour prendre la richesse de l'autre et pour que tu deviennes aussi riche? Ainsi de suite, ils commencent petit à petit à semer des graines de haine Ouais, jusqu'à ce qu'on a connu le génocide. Donc, chaque fois, il y jusqu'à ce avait que des... ça éclate. Voilà. Mais le génocide a commencé dans les années 60 justement, quand ils ont voulu... Parce qu'au départ, le Rwanda, c'était... On avait des rois. Oui, Donc, ouais, ils ont chassé le roi. Ils ont dit, parce que si tu es au pouvoir et si tu es riche, donc tu es riche, tu as mhm, ton comité qui est riche aussi, et vous allez condamner le reste de la population. Donc, vous êtes les premiers à être chassés. Et c'est ce qui s'est oui. passé. Mais Voilà. merci beaucoup pour cet éclairage qui était peut-être Euh, effectivement pas prévu au programme de ce oui. podcast, Mm. mais je trouve ça passionnant et c'est pour notre génération, ce génocide, ça a été vraiment un bouleversement historique. On en a parlé beaucoup comme tu dis, c'était 94. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est passé peut-être au second plan de l'histoire et je trouve important de rappeler les conditions. Merci beaucoup, Claudine. Comment? C'est moi qui te remercie d'avoir amené ce sujet parce que ça peut arriver. En fait, nous sommes tous appelés à lutter à ce que ça ne se reproduise pas, qu'on ne fasse Oui, pas la distinction entre les gens pour juste aboutir à des intérêts qui n'appartiennent qu'à un petit morceau. Nous sommes tous pareils. On peut trouver intérêt d'attente pour des choses qui nous paraissent injustes, mais sans mhm, aller à se tuer ou s'entretuer comme ça, comme des sauvages. Parce que c'était pas tuer pour tuer, c'était tuer pour faire mal. C'était vraiment de la sauvagerie. ouais. Parce que c'était bien, bien préparé et il n'y avait pas de distinction pour tuer. On commençait par le bébé qui est dans le ventre de sa maman jusqu'au vieillard pour décimer. En fait, pourquoi on parle du génocide? Génocide, c'est la tuerie qui est préparée, qui est avec des critères et pour décimer, pour Pour faire disparaître, exterminer. exterminer. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'on parle du génocide. On parle du génocide parce que c'était un plan pour faire disparaître une partie de la population. Je sais que tu as fait très récemment un voyage à Rwanda. Comment on va à Rwanda aujourd'hui? Bah, on va dire que ça fait 30 ans. Donc, entre-temps, le Rwanda s'est reconstruit avec les mêmes Rwandais, tous ensemble, sans distinction cette fois-ci.
on fait face à notre histoire et on essaye de reconstruire humainement et physiquement. Et voilà. Donc aujourd'hui, le Rwanda, on y va sans problème. Il n'y a pas de... Si on t'en parle pas, surtout pour les jeunes, Mhm. tu pourrais pas savoir qu'il s'est rien passé dans ce pays. Ouais. Mais Et c'est ça veut notre dire que devoir à nous tous, c'est notre devoir à nous tous d'en parler pour que ça, que ce soit au Rwanda, que ce soit ailleurs, que ça se reproduise pas. ça veut dire que les Rwandais ont su surmonter la tragédie qui les a divisés. Oui, oui, oui. Et c'est Est-ce... ça aussi l'admiration que j'ai pour ce peuple parce que il s'est passé ces choses-là. On n'a pas cherché à se cacher ou se voiler la face. On fait face Hmm, et on avance sans oublier parce que avancer ou aller de l'avant ne veut pas dire qu'on oublie. Justement, c'est là où se trouve aussi la force de cette population. C'est on n'oublie pas, on avance, on se construit parce qu'on ne va pas rester dans le passé. On est dans le présent. ouais, Mais notre mémoire, c'est de ne pas oublier. hmm, Et on transmet le message de génération en génération, pas pour euh, ressasser le passé, non, mais pour qu'est-ce qu'on attire comme leçon pour avancer justement. Et donc, hmm, nous sommes les porteurs de ce drapeau blanc pour faire la paix. ouais. Ça, c'est la mission de tout Rwandais, partout où il se trouve. Mais tu vois, dans cet éclairage-là, je trouve que ton activité de coach en gestion des émotions, la mission que tu t'es donnée, c'est le prolongement de cette mission que tu cites, la mission des Rwandais, c'est d'apporter de la paix et de commencer par soi, de commencer par ses propres responsabilités, de se reconnecter à soi, de comprendre ses émotions, les accepter et les transformer en force. C'est ce que tu as réussi à faire et c'est l'invitation que tu donnes aux autres à faire de leur vie. Oui, c'est ça, ouais. Parce que la construction commence par soi-même. Tu... Il est difficile de donner aux autres ce que tu n'as pas. Oui, Si tu cherches à faire, à donner un abri, il faut que tu sois aussi protégé. oui, Voilà. Donc, moi, j'ai eu cette chance que j'ai travaillé longtemps, même avant, j'avais travaillé sur ces émotions, même si peut-être je ne savais pas que ça s'appelait les émotions, mais essayer toujours de me connecter. mhm, Et je dis que j'ai la passion de l'humain, mais ça, oui, c'est depuis vraiment toute petite. Donc, je me dis qu'il y a toujours quelque chose d'exceptionnel à l'humain, et c'est ça qui m'intéresse, plus que le mal qui peut se trouver en nous, parce que je fais partie de cette espèce humaine. Donc, je, je les accueille, mes émotions. Et quand ça me fait du bien, je me dis, ah oui, j'aimerais que aussi cette personne ressente cette joie d'être connectée avec elle-même. Et là, c'est oui, ma mission. Je partage, tu vois, quand tu fais un bon gâteau, quand tu le manges mhm, seul, ça pas, oui, ça te, mais ça donne plus de saveur quand tu le partages. bien sûr. Et quand tu vois l'autre, tu te dis, c'est délicieux. Là, toi aussi, ça te met en joie. Tu te sens utile. Tu te Oui, sens, tu es dans ce partage et tu as créé quelque chose d'exceptionnel dans la personne en partageant juste un petit gâteau que tu as fait chez toi. Voilà, voilà, c'est ça. Parce que moi, une fois que j'ai travaillé sur mes émotions et que j'ai vu aussi avec les formations que j'ai faites, avec les études que j'ai faites, pour en arriver là, je me dis, on a un trésor en nous, mais si ce trésor, on garde, ça va même pas produire des intérêts, on va dire. Donc, oui, mieux vaut ouvrir pour que ça puisse profiter aux autres aussi. Le travail, le chemin que j'ai fait pour
me reconnecter à moi pour comprendre les émotions, mes ressentis, et puis en arriver à dire, waouh, quelle vie, je kiffe ma vie. Alors comment je peux amener les autres aussi à kiffer la vie? Ce n'est pas Oui, parce on tombe dans les trous, bah, on se relève, on court de nouveau, mais la vie, elle est belle. Mais oui. la vie, elle est belle quand elle est partagée. Ce que j'aime particulièrement dans ta conception des choses, c'est qu'elle nous permet pas de rester dans les boucles. Et c'est tellement fréquent de voir des personnes qui tournent en boucle dans une émotion, que ce soit la colère, que ce soit l'anxiété, que ce soit la peur. Et à un moment donné, ça devient un mode de fonctionnement extrêmement bloquant. Et là, tu arrives avec plein de fenêtres, plein d'ouvertures que tu montres et ça commence à bouger, prendre de la joie, prendre une autre forme. Et je trouve ça extraordinaire. Parce que justement, à un moment donné, ce n'est pas parce que ces personnes ne veulent pas sortir de là, c'est parce qu'ils ne savent pas. Et les émotions font peur. C'est pour ça qu'on doit en parler, en parler. Les émotions ne devraient pas nous faire peur parce qu'elles sont, en fait, c'est comme si les émotions sont ton meilleur ami que tu ignores tout le temps. Mhm. C'est ton meilleur ami. Donc, si tu as la colère qui tourne en boucle tout le temps, c'est que c'est comme si tu as le facteur qui vient chez toi, qui t'amène un courrier recommandé, mais chaque fois quand il toque, il n'y a personne. Oui, Ça va retourner à la poste. Et le lendemain, on revient, on tape à la porte, tu n'ouvres pas. Et puis, ce que tu ne savais pas, c'est que ce courrier recommandé que tu ne veux pas recevoir, ou on va t'annoncer que tu as été choisi pour aller sur Mars ou je sais pas quoi, alors que c'est une c'était bonne temps. nouvelle en tout cas. Voilà, c'est une bonne nouvelle, mais que tu attendais depuis, ah, chaque fois, tu as repoussé, tu n'as pas voulu ouvrir. Donc, cette colère, quand elle persiste, elle est là jusqu'à ce que ça devienne la boucle de... C'est Mhm. que tu n'as pas encore ouvert la porte pour laisser la colère. Parce que ta colère, si elle est là, si elle persiste, c'est qu'elle a un message très important à te faire passer. Mhm. Mais c'est un message qui te construit. Parce que tu ne veux pas écouter le message, ça va toujours toquer. Ça va toujours toquer. Et comme si ça ne suffisait pas, la colère que tu as refusé d'ouvrir, elle va t'amener des copines, elle va t'amener la peur, elle va t'amener la tristesse. Et du coup, chaque copine qui vient, elle a un message. Mais quand est-ce que tu vas t'opposer pour écouter le message? C'est pour ça qu'à un moment donné, on trouve les gens qui sont, euh, comment on peut dire, qui disent, bah, c'est comme ça, c'est la fatalité. Bah, de toute façon, ça ne sert à rien que je fasse quoi que ce soit. C'est comme ça, je suis comme ça. Oui. Ah, j'inviterai ces personnes à dire, oui, colère, je t'ouvre la porte, alors dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Mais pour écouter cette colère, il faut que tu sois posé, tu te mets dans un endroit calme pour que tu écoutes. Parce que si tu vas écouter la colère avec le bruit, tu vas agir sans même comprendre le message. Parce que chaque émotion nous met en mouvement. Chaque émotion qui vient, c'est pour nous demander de faire quelque chose. Mais d'abord pour nous. Parce que la colère, c'est, que ce soit la colère ou d'autres émotions, c'est personnel. Oui, Et le problème, c'est que des fois, on va essayer de trouver à l'extérieur le message. oui. Et là, la colère, elle n'aime pas. Parce que la colère, quand elle est venue, c'était
pour me transmettre un message par rapport à ce que je vis et à ce que je dois vivre, si c'est pour me protéger, si c'est pour me respecter Mm. et que je vais attendre que ce soit les autres qui me respectent, et comme les autres ne me respectent pas, je vais me mettre en colère pour dire, vous ne me respectez pas. La Oui, colère, elle va rester parce que la mission de la colère, c'est de dire, respecte-toi d'abord. C'est le respect. Si tu cherches le respect, écoute ta colère. Elle va te montrer là où on commence à franchir les bornes. oui. Alors, quand ça commence à dépasser, la colère, elle va être très forte, très intense, parce qu'elle est là pour nous protéger. Donc, ce qu'on entend par les émotions désagréables, non, 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 ou c'est facile de dire, mais cette personne, elle est colérique, il faut même pas y aller. C'est un raccourci, au fait. Oui. Mais j'inviterai à chacun de nous, si tu es en colère, c'est très bien. Moi, je dis, c'est très bien, même c'est super très bien, parce que tu as un message important concernant comment tu peux vivre ta vie. Alors, c'est très bien, euh, avec deux nuances que j'ai envie d'apporter. C'est de regarder l'expression de sa colère, parce que les- on peut être amené à des comportements violents dans la colère si on se tourne vers l'extérieur sans essayer de comprendre sa propre colère. Et la deuxième, de ne pas y rester, de prendre ses responsabilités. Et comme tu dis, quand on se sent débordé, euh, envahi par des, des, des choses qu'on ne veut pas avoir dans sa vie, donc nos limites, notre respect est violé, prenons nos responsabilités et mettons les limites, arrêtons le débordement qui nous permettra de sortir de la colère et la transformer en une force, ce que tu proposes dans tes accompagnements. C'est exactement ça. Au fait, ça ne devrait même pas déborder en violence, si tu as écouté ton message, le message. Parce que Oui. chaque émotion, c'est une invitation à faire quelque chose, à poser une action. Si tu poses l'action de te mettre en violence, d'aller combattre, c'est parce que tu es passé à côté de ton message. Hmm. La colère, elle te demande juste de te respecter. Te faire respecter, ce n'est pas en allant donner des coups que tu vas te faire respecter. Là, tu es en train de démolir, en fait. Tu ne construis Hmm. pas. C'est à chacun de se poser la question. Cette colère, qu'est-ce qu'elle m'invite à faire? Où est-ce que je ne me suis pas respectée? Et comment je peux faire pour me faire respecter sans pour autant entrer dans la violence? Exactement. Parce que c'est ça. La violence de l'autre ne devrait pas nous inviter aussi à aller dans sa violence. Ce qui n'est pas toujours la chose facile. Mais effectivement, en se recentrant sur soi et en allant chercher la compréhension de ses propres émotions, on peut y arriver. Claudine, pourquoi aujourd'hui les personnes viennent te voir? Les gens, ils viennent me voir parce que justement, ils sont dans ces blocages émotionnels. Ça tourne en rond et dans les mêmes schémas. Il y a la colère qui ne nous quitte pas. Il y a la tristesse qui ne nous quitte pas, mais on ne sait pas pourquoi ils sont là et on ne sait même pas comment on peut les écouter. Donc, les gens qui viennent me voir, ils sont souvent justement dans cette spirale. Je veux dire, je me sens perdue Hmm. sans savoir le pourquoi. Donc, avec le travail que moi je fais, on va essayer de clarifier les blocages Oui. émotionnels. On va nommer, je vais accompagner la personne à ce qu'elle puisse nommer, mais vraiment nommer ce qu'elle ressent. Quand je dis les nommer, c'est là où on va découvrir que c'était peut-être l'émotion.
et je vais l'accompagner à comprendre ce que lui transmet cette émotion. Parce que chaque accompagnement est personnalisé. Nous ne vivons pas les mêmes choses, mais mon Mm, travail, c'est d'accompagner la personne à comprendre, à ne pas se juger, à ne pas se culpabiliser. mm. Ce que tu ne connaissais pas, tu ne le connaissais pas. Mais avec l'accompagnement, tu peux avoir un autre regard sur ce que tu as vécu et surtout, tu t'autorises à vivre autrement. Et quels sont les bénéfices ressentis de ton accompagnement? Ah bah, déjà de se défaire de ces blocages. Tu vois, quand tu es enfermé, quand tu es attaché, et là, tu es détaché, tu es libre. Déjà, Oui, c'est ouf, c'est un bois de sauvetage. Tu sors de ce qui te compressait. Déjà, ça, c'est un. Et de deux, tu vas t'ouvrir à d'autres possibilités et tu vas créer un, une relation, ton environnement, ça va changer. En fait, une personne accompagnée et qui est libérée de ses blocages émotionnels, c'est toute sa famille qui est bloquée. Parce que cette personne va inspirer les autres. Une seule personne peut inspirer les membres de sa famille. Parce qu'elle peut devenir un oui, modèle, elle peut devenir une source d'inspiration. Donc, la personne qui vient me voir, elle vient me voir parce que elle a envie de vivre au fait. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, nous avons tous besoin de vivre et de vivre tranquille à l'intérieur de nous pour pouvoir faire. La vie nous demande beaucoup. L'extérieur nous oui, demande beaucoup. Donc, pour le faire, il faut que tu sois bien posé en toi. Quand je dis bien posé, c'est pas pour faire, c'est pas, je n'aime pas cette connotation qu'on dit zen. Non, on peut courir, on peut chercher, mais tout en étant serein en soi. Et c'est là où ça oui, te donne au fait la force. Mais cette personne qui va courir, mais qui est toujours bienveillant avec elle-même, qui est bienveillant avec le, le portier, avec tout le monde, mais cette personne, c'est une perle. oui. Donc, cette personne, elle va inspirer. Donc, les gens qui viennent me voir, ils cherchent à vivre cette sérénité intérieure. Ils cherchent à être allégés dans leur ressenti pour qu'ils puissent courir et faire leur vie. Parce que la vie, c'est la course aujourd'hui. Mais pour courir, il faut que tu sois allégé. Je ne sais pas si tu fais la course ou tu fais du rando ou il faut partir. On te demande que ton sac à dos soit léger pour que tu puisses Oui, avancer. oui, Voilà. parfaitement. Comment Donc, on et peut te... après, ces informations, une fois que tu as débloqué, tu as nommé, on va dire maintenant, comment je peux transformer cette colère quand elle va revenir, cette tristesse, comment je peux la transformer en motivation. Motivation d'aimer la vie encore plus et l'aimer. En fait, plus tu es débloqué, plus tu connais tes émotions, plus tu vas aimer la vie, mais à fond. Et tu vas la Oui, préserver, tu vas tout faire pour la préserver. Donc, ça va te donner la motivation d'avancer, d'aimer, de te rapprocher des gens que tu t'es coupé il y a quelques années, ou de faire part, de choisir son chemin, de dire, ben voilà, je choisis ce qui me construit, ce qui ne me construit pas, je mets de côté. En fait, et tu t'autorises à être. oui. Et après, c'est ta vie qui est splendide. Et là, tu donnes Magnifique. sens à ta vie, tu te dis, waouh, je sais que maintenant, ma vie a du sens. Et tu vas inspirer les autres. C'est ça les gens qui viennent me voir, c'est ça les bénéfices qu'ils trouvent à la fin de l'accompagnement. Et Ils ont comment on débloqué peut les te émotions. trouver aujourd'hui? Alors, j'ai un site. La plupart des gens, ils passent par mon site. Sinon, je suis sur les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook surtout et sur LinkedIn. Donc, réseaux sociaux, Facebook ou LinkedIn Ouais. et le site internet qu'on va mettre dans la description de ce podcast pour tous Oui.
qui ont envie de travailler avec toi. Ouais. Claudine, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour cet échange? Mot de la fin, je dirais aimer la vie. La vie, elle est belle. Pour qu'elle soit belle, prenez soin de vos émotions et prenez soin de vous. Vos émotions ne sont pas vos ennemis, elles sont vraiment vos alliés en tout. Donc, si vous ne connaissez pas, si vous avez peur de vos émotions, faites-vous accompagner. Nous, les coachs et d'autres thérapeutes sont là pour vous aider à être vous-même, à découvrir le trésor qui se cache en vous, derrière les émotions. Merci beaucoup, Claudine. C'est moi qui te remercie, Julita, et j'ai hâte de découvrir tout ce que tu fais parce que c'est génial ce que tu proposes aux gens. Merci pour Merci cette passion. beaucoup. Ouais. J'espère que tu as passé un bon moment. Ah ben, j'ai passé un bon moment, c'était super. Je te Et remercie pour l'invitation parce qu'il ne faut pas l'oublier. Je te, je te remercie pour cette invitation et puis aussi pour cette passion qu'on partage de l'humain et cette façon aussi de contribuer pour que le monde puisse aller mieux, mais à commencer par notre monde intérieur. Donc, je te remercie. merci à toi. Et merci pour toutes les partages, toute l'histoire que tu nous as racontée. C'était passionnant. Avec plaisir. Sauvegardons la paix parce que le monde en a besoin.